potentiel, je mène la danse, mais je lutte chaque jour, je suis plus dans le catch. T'abandonnes rien, vois tout en grand comme une bête qui se cache. Ou comme un fauve en cage. Bienvenue dans l'émission Pitch devant le BAT. Au cours de cette saison, nous irons dans 5 villes de France pour trouver les entrepreneurs les plus doués de leur génération. Dans cette première étape, 10 candidats se présentent devant un jury d'exception composé d'experts reconnus. Chaque candidat a 5 minutes pour les convaincre du potentiel de leur projet. C'est le challenge qu'ils doivent relever. À l'issue de leur prestation, chaque membre du jury donne une note sur 10 en se basant sur les critères suivants: l'équipe et la vision, l'exécution, la compréhension du marché, le potentiel du projet. Le meilleur projet pourra alors directement se qualifier pour une finale explosive qui aura lieu l'année prochaine à Paris. Les qualifiés de chacune de ces 5 étapes défendront alors leur projet pour gagner une bourse de financement, une visibilité à l'échelle de toute la francophonie et l'accès exclusif à l'un des clubs d'affaires les plus prestigieux de France. Mais attention, il n'y a pas que le jury qui a son mot à dire. Vous aussi, vous aurez le pouvoir de propulser votre coup de cœur en finale. Sans plus attendre, voici l'entrée en lice de nos premières candidates du jour. Vous les avez peut-être déjà aperçues sur les réseaux, mais si ce n'est pas encore le cas, installez-vous confortablement pour découvrir leur histoire. Hello, je suis Clémence, j'ai 27 ans et je viens du 78. Hello, moi je suis Marine, j'ai 32 ans et je viens du 77. Et nous sommes les fondatrices de l'application ChapChap. On s'est associés au premier regard, on s'est rencontrés sur Instagram, grand coup de foudre, et on a créé une société sans s'être jamais vus. Et ouais, on a plus de 12 000 utilisateurs, on a une petite communauté de 9 000 abonnés sur Instagram et ça se passe super bien, on est super contente. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la création de notre application, c'est la concrétisation de tout ça. On sait gérer nos émotions, on est hyper complémentaires. Clairement. Sur tous les points. Donc généralement, quand une va pas bien, l'autre va bien. Quand l'une ne va pas bien, l'autre va très bien. Donc c'est vraiment en général, ça. on arrive à résister à toutes les épreuves. Et on se tire vraiment l'une et l'autre vers le haut à chaque fois. Donc, Savoir gérer ses émotions, parce que des fois, on est très heureuse, des fois très triste, mais c'est normal. ouais. Pas hésiter à s'entourer de personnes qui entreprennent aussi. Je pense que ça peut aider. Nous, ça nous aide d'avoir d'autres entrepreneurs aussi, d'avoir des conseils. Et je pense que le réseau, c'est quand même assez important. Ouais. Bonjour. Bonjour. Alors, et si on commençait par une petite statistique? Est-ce que vous savez que plus d'une personne sur deux a les cheveux texturés? Quand on dit cheveux texturés, on parle des personnes aux cheveux ondulés, bouclés, frisés et crépus. Nous sommes Marine et Clémence, les fondatrices de l'application ChapChap, l'application pour prendre soin de ses cheveux texturés sans se prendre la tête. Avant de commencer notre projet avec Marine, on a fait une petite étude auprès de 250 personnes et 70% des gens interrogés nous ont dit que prendre soin de leurs cheveux, c'était compliqué et qu'ils avaient besoin d'aide. Exactement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a la chance en fait d'avoir un marché qui a évolué et qui propose de nombreuses marques qui sont adaptées à nos cheveux. Mais en fait, le constat, c'est qu'aujourd'hui, la communauté, elle manque encore de moyens et surtout d'outils pour réussir à comprendre comment prendre soin de ses cheveux. À titre d'exemple, moi, j'ai lancé il y a 3 ans maintenant un journal capillaire mensuel qui était téléchargé tous les mois par plus de 4000 personnes. Donc je me suis dit, il y a quand même un réel besoin d'accompagnement. Et à côté de ça, il faut noter quand même qu'il y a 60% des Françaises qui déclarent aujourd'hui faire le choix de réaliser leurs propres produits cosmétiques pour être sûres de la composition. On a également constaté un nouveau métier qui est apparu, le métier de coach capillaire. Donc en gros, ce sont des personnes qui accompagnent les personnes pour comprendre leurs cheveux et en prendre soin. Mais malheureusement, c'est pas du tout abordable. À titre d'exemple, on connaît une coach qui propose son accompagnement pour 3 mois pour la modique somme de 1 200 €. Une somme extrêmement chère. Et nous, dans la réflexion de notre projet, on a comparé justement ces coachs capillaires aux coachs sportifs. Et on s'est dit, en fait, l'alternative pour les coachs sportifs, c'est de proposer des applications sportives qui offrent tous les outils pour prendre soin de son corps. Donc en faisant le parallèle avec les cheveux, nous on s'est dit pourquoi pas tout simplement proposer une application qui offrirait tous les outils pour prendre soin de ses cheveux au naturel. ChapChap, c'est donc une application mobile qui permet de simplifier le quotidien des gens aux cheveux texturés ou de manière plus large, toute personne qui souhaite prendre soin de ses cheveux grâce au naturel. Donc on va y retrouver des programmes capillaires par exemple, avec chaque semaine un programme pour faire son shampoing, son après-shampoing, soit de manière en do it yourself, donc soi-même, soit on recommande des produits déjà prêts à l'emploi. On va également retrouver des articles pour pouvoir vraiment comprendre ses cheveux. On va également retrouver un calendrier personnalisable parce que pour nous, en fait, l'assiduité dans les soins, c'est ce qui fait une routine efficace. Et le plus important pour nous, c'est une bibliothèque de recettes de plus de 130 recettes pour pouvoir justement créer tous ces produits soi-même à la maison. Aujourd'hui, notre business model, c'est un business model qui est freemium. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une partie qui est gratuite et une partie qui est payante. Donc, la partie payante, c'est sous forme d'abonnement, donc 3 mois, 6 mois et 1 an. Et notre deuxième levier, en fait, c'est l'affiliation. Donc, c'est-à-dire que dans l'application, il y a des liens dans les recettes et dans les programmes qui sont traqués. Et nous, on va toucher en fait un pourcentage à chaque fois qu'un client va réaliser une vente à partir de l'application.
ChapChap, c'est aussi une collaboration avec Aromazone. Donc Aromazone, c'est le leader en termes de produits, d'ingrédients naturels pour pouvoir réaliser à la maison simplement. Aromazone, aujourd'hui, c'est un chiffre d'affaires de plus de 100 millions d'euros, c'est 10 boutiques physiques, c'est un site avec plus de 2 millions de visiteurs. Et pour nous, c'est vraiment un partenaire qui est hyper important pour nous au quotidien. On a lancé l'application en mars 2022, donc ça fait un peu plus d'1 an. Et aujourd'hui, on a plus de 12 000 utilisateurs, on a 1000 abonnés premium et on a une communauté de 9000 personnes sur Instagram. Et tout ça, du coup, en un peu plus d'1 an. Et aujourd'hui, notre objectif vraiment avec ChapChap, c'est de devenir l'application de référence pour prendre soin de ses cheveux au naturel et vraiment faciliter le quotidien des personnes aux cheveux texturés. Et même plus largement, on parle aujourd'hui de cheveux, mais c'est vraiment, plus tard en tout cas, on a pour vocation d'être l'application de référence pour prendre soin de soi au naturel. Et nous, on veut vraiment en fait accompagner aussi bien les consommateurs que les marques qui prônent en fait tout simplement les mêmes valeurs que nous. Et du coup, ce pitch a été fait en ChapChap, ça veut dire vite fait, bien fait, en ouchi ivoirien, en référence à notre second pays, la Côte d'Ivoire. Bravo aussi, bravo. Merci beaucoup. C'est très intéressant. J'ai plusieurs questions. La première, c'est comment vous faites votre acquisition? Combien ça vous coûte? Combien vous avez l'intention d'avoir des clients, voilà, on va dire sur le moyen terme, dans les prochaines années? Alors là, au niveau de l'acquisition, c'est beaucoup par les réseaux sociaux, donc Instagram notamment, qui fonctionne très très bien, et TikTok. On n'investit pas tellement en fait sur les réseaux sociaux, on n'a pas de sponsorisation, etc. C'est vraiment très naturel, mais on fait beaucoup de collaboration avec l'influence. L'influence, c'est ce qui marche très très bien chez nous et au sein de la communauté des personnes aux cheveux texturés. L'influence est un des leviers les plus importants. Donc là, pour cette année, on mise 20 000 utilisateurs sur l'application d'ici la fin d'année, et d'ici 3 ans, on vise les 50 000. C'est ça. C'est ça. Et tout de suite, avec l'affiliation, avec les collaborations avec les influenceuses, on voit directement en fait l'impact sur les abonnements dans l'application. C'est ce qui fonctionne le plus. Super. Donc la question est très simple. Vous avez dit que vous avez pour objectif d'aller chercher les 50 000 utilisateurs d'ici 3 ans. Et comment en fait on fait pour aller chercher 50 000 personnes dans votre domaine, à vous qui est très spécifique quand même? Oui, c'est vrai que nous, aujourd'hui, on n'est que 2. On a nos CDI encore à côté, on n'est pas à plein temps dans le développement de l'application. Donc on sait très bien que ça demande de l'humain. Donc pour se développer, on a besoin de personnes pour nous accompagner et aussi de moyens financiers pour pouvoir arriver à notre objectif aussi d'ici 3 ans. Ok, et combien? Si on peut parler de moyens financiers, est-ce que c'est estimé, le moyen financier? Ouais. On a estimé, en fait, on travaille sur une prochaine version de l'application qui est estimée à 75 000 euros. Ok. Donc ça comprend vraiment tous les développements qu'on souhaite faire dans l'application. Super. Moi j'ai une question, je ne suis pas le cœur de cible, j'ai les cheveux dans le côté. Donc je ne connais rien du tout à tout ça. Mais la question que je me pose, c'est une question idiote, qui est la suivante. Il y a quand même des marques de gens qui font des shampoings, qui ont des moyens extraordinaires, qui mettent des moyens marketing et techniques extraordinaires. Et donc, ce que vous dites, c'est que ces trucs-là qui sont sur le marché, c'est pas assez bien pour ces gens-là, et que ce que vous faites en naturel, c'est mieux? Du tout. Alors nous, on fait vraiment pas de guerre entre naturel 100% et les marques, justement, parce qu'on recommande aussi bien des recettes que des produits prêts à l'emploi. Et justement, on veut vraiment être un support, en fait, aussi bien pour les utilisateurs que pour les marques. C'est-à-dire que les marques, par exemple, si elles passent par notre application pour communiquer, proposer leurs produits, par exemple, en fait, elles touchent directement leur cœur de cible. Donc c'est vraiment une communication qui est hyper spécifique et qui leur permet justement de toucher le cœur de cible de leurs produits. Donc c'est aider les gens à trouver le bon produit. C'est ça, exactement. Mais pas le faire chez soi. C'est ça. D'accord. Et si je peux me permettre, ces grandes marques, elles pénètrent le marché grâce à des acteurs qui leur servent peut-être de poisson pilote ou sinon qui apportent une légitimité, ce que vous avez très bien évoqué tout à l'heure, à savoir le lien avec les communautés. Ouais. Et d'ailleurs, justement, c'est transition avec ma question. Là, ce que j'ai cru comprendre, c'est donc le modèle économique, il y a l'abonnement. Prenez des pourcentages sur les produits aussi que vous vendez. Oui, c'est ça. On est en partenariat avec Aromazone. Donc, à chaque fois qu'il y a des ventes qui sont réalisées, effectivement, on touche un pourcentage sur toutes les ventes. Et le troisième sujet, mais je ne sais pas si vous l'explorez, c'est qu'effectivement, là, ce sont des communautés qui sont bien identifiées, qui sont bien structurées, et donc il y a une vraie appétence à ce type de solution. Est-ce que vous avez pour idée de monétiser cet accès à ces communautés-là? Pour les marques? Pour les marques. Pour les marques. Exactement. En fait, presque se comporter comme un média pour les marques, avec vraiment un plan média et qui puisse, par des articles, ou qu'on puisse sponsoriser leurs produits ou faire la pub via notre application totalement. Ouais, c'est notre objectif. Donc ça fait vraiment partie de la stratégie. Oui, exactement. Complètement. Oui, donc votre produit, c'est ce que vous mettez en avant aujourd'hui, mais en vérité, votre véritable business, c'est la communauté que vous cultivez derrière. C'est ça. Vas-y. Ouais, c'est vraiment. En termes de vision pour vous, à moyen terme, c'est quoi votre vision? Est-ce que vous pourriez l'exprimer? Puisque là, visiblement, vous avez
deux sources de revenus potentielles. Ouais, en termes de vision, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment être un média, un peu comme ce que disait Clémence. En fait, on veut vraiment accompagner les consommateurs, donc leur proposer tous les éléments possibles pour arriver à prendre soin de leurs cheveux simplement. Mais on veut aussi aider les marques. Voilà, donc elles ont vraiment la cible exacte dans notre application. Donc nous, on veut vraiment accompagner les deux parties. J'ai un étonnement, c'est que du coup, au regard de ce qui me semble comprendre des signaux faibles et comment les marques aussi naissent sur ce champ-là, etc., je trouve que d'ici 3 ans, 50 000, c'est faible. Ça fait combien de temps que vous avez lancé l'application ? Un an. 1 an. Et vous avez combien de personnes sur Instagram ? Là, on est à presque 9 000 personnes sur Instagram. D'accord. Vous pensez que c'est bon ou pas dingue pour un média ? Qu'est-ce que vous pensez de ce chiffre en fait ? Est-ce que vous pensez que vous auriez pu faire plus ? On pense qu'on aurait pu faire plus. Après, c'était un manque d'investissement aussi. C'est vrai que les collaborations avec des influenceuses, ça nous revient assez cher, même si on voit l'impact directement. On sait que dès qu'on fait une collaboration, justement, il y a le mois dernier, on a fait une collaboration, on a gagné presque 2000 abonnés avec une grosse collaboration. Voilà, ça va très très vite avec l'influence, mais malheureusement, on n'a pas forcément les moyens de faire des collaborations aussi régulières qu'on aimerait le faire. On a un dernier commentaire ? J'ai une dernière question sur la rétention client. À compter du moment quelqu'un trouve le produit grâce à vous, est-ce qu'il a une raison de revenir ? Tout à fait, en fait, parce que nous, on met à jour l'application de manière régulière. Donc, par exemple, là, la bibliothèque de recettes, elle augmente au quotidien. On essaie d'en mettre tous les mois. Et toutes les nouveautés des produits, donc dès qu'il y a un nouveau produit qui sort, nous, on les teste, on les met en avant, on explique comment les utiliser. Donc, en fait, l'application se renouvelle tout le temps en fonction du marché, en fait, tout simplement. Merci en tout cas et bravo, c'était bien. Merci. Je suis avec l'équipe Chap Chap. Comment ça s'est passé ? Très bien. On était un petit peu stressés au début, mais finalement, ça s'est bien détendu. C'est ce que je voulais savoir un petit peu. À votre arrivée, avant l'événement, dans quel mood vous étiez, dans quelle ambiance ? Et en fait, on savait pas trop à quoi s'attendre, donc on stressait pas du tout. Mais quand on est arrivé, on s'est dit en fait, c'est quand même du lourd qui est là. Toujours. Et du coup, la pression est un petit peu montée, et après, non, ça se relâche rapidement. C'était une belle surprise pour elle, parce que c'est vrai que le jury, il est là et il pèse lourd. Elle cartonne. Et donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe pour vous pour la suite ? Comment vous en ressortez en fait de cette émission ? De toute façon, chaque émission et chaque moment, on peut pitcher. En fait, c'est toujours un plus. Là, on va pouvoir débriefer après, ce soir, réfléchir. Ça nous donne déjà des idées. On se rend compte qu'il y a des points qu'on peut approfondir et améliorer. Donc, c'est toujours du plus. Peut-être penser à des produits capillaires pour les mettre comme moi. C'est dans notre tête. C'est dans notre tête. Non, en tout cas, c'est super. Force à l'équipe Chap Chap. Force à vous. Et puis à bientôt. À bientôt. Merci. Chap Chap, je vais commencer par les choses positives. Ce que j'ai apprécié, c'est qu'elles ont testé le marché. Elles le connaissent plutôt bien. C'est une problématique personnelle. J'ai bien aimé qu'elles soient allées voir justement les différentes personnes concernées par le sujet. Après, moi, j'ai un point plutôt négatif, c'est que je ne sais pas si c'est vraiment un média, une marketplace de mise en relation entre marque et audience. Et si on est sur un média, comme elles le disent, ce qui m'a aussi dérangé finalement, c'est que on n'a pas l'audience nécessaire aujourd'hui pour avoir vraiment de l'impact et de la valeur finalement auprès de des marques qu'elles veulent engager. Donc je suis mitigée, c'est pour ça que j'ai mis une note de 5,5. Okay. Je te rejoins très bien sur cette remarque. D'ailleurs, elles ont passé beaucoup de temps à parler d'abord des produits naturels qu'elles mettent en avant, etc. Avant, parce qu'elles ont été challengées aussi de mettre en avant cette communauté qu'elles ont réussi à capitaliser sur leur plateforme. Néanmoins, je crois comprendre qu'elles sont loin des grosses performances nécessaires à lever un vrai business autour de ça. Donc je suis d'accord avec toi, j'ai mis 6. C'est sympa. C'est un côté sympa. Plutôt effectivement. Non, mais il y a en tout cas, le besoin est présent. Ça c'est sûr. Moi, les réseaux sociaux, j'ai globalement l'habitude. Franchement, c'est facile d'exploser aujourd'hui. Quand tu as une communauté, TikTok, Instagram, LinkedIn, Twitter, les 9000 abonnés, je trouve que c'est vraiment très peu. Parce que 9000 abonnés, si on s'y met à fond, en réalité, en une semaine, on les a. Et j'ai pas besoin de caricaturer, vraiment une semaine, on les a. Et donc moi, c'est pareil, c'est ce point-là qui m'a touché. Je sais pas s'il faut mettre plus de détermination, s'il faut mettre plus d'énergie, mais en tout cas, il y a plus de choses à faire sur ce projet-là. C'est pour ça que moi, j'ai mis plutôt 4,5 comme note. Ou une strate de contenu, en fait. Ouais, exact. Et ne pas attendre toujours les influenceurs. En fait, on n'a pas forcément besoin d'influenceurs pour toujours exploser en visibilité. Ça, devenir soi-même. Exactement. Choisir leur sujet. C'est sûr. Alors moi, je partage tout à fait vos constats, mais je vois ça positivement. Moi, je pense que c'est un défaut de stratégie. Il y a un entre-deux entre marketplace et médias.
Et en discutant avec elles, je crois qu'elles ont compris, identifié cet un enjeu à faire vivre, animer cette communauté et leur produire de la valeur. Et c'est assez facile en fait, je suis assez d'accord. Elles ont besoin d'être challengées et peut-être accompagnées pour concrétiser ce potentiel. Mais le potentiel, il est là. Le marché, il est assez jeune encore. Et il y a vraiment besoin d'acteurs comme eux qui défrichent en fait. Mais effectivement, je pense que si elles n'ont pas mis ce coup d'accélérateur que tous on appelle, c'est que peut-être elles n'ont pas vraiment identifié, elles ont besoin d'être accompagnées là-dessus. Donc pour ces raisons, mais plus pour le potentiel, je mets 6,5. Moi je vous rejoins. Je pense que techniquement, il n'y a pas besoin d'une application pour ça. Sauf si ça devient vraiment un journal, mais il y a déjà des médias qui sont disponibles et effectivement, moi, je les inciterais à aller vers de l'influence pure et dure et à transformer leur image en quelque chose et en marque, quoi, simplement. Pour moi, l'investissement n'est pas nécessaire aujourd'hui tant qu'elles n'ont pas testé, qu'elles voient exactement, parce que, comme disait Youssef, ça va assez vite, finalement, quand on y travaille quotidiennement. Le nombre d'abonnés est là, mais attention, la transformation et l'engagement derrière et la conversion, c'est encore un autre sujet. Mais si elles développent leur propre marque, je pense qu'il y a du potentiel. Moi, j'ai mis 5 quand même. Alors moi, j'ai trouvé que c'était plutôt bien sur le pitch. Je trouvais qu'elles étaient très articulées, assez à l'aise, c'était clair ce qu'elles ont dit. Donc j'ai pas eu de compréhension, de problème de compréhension. Le problème que j'ai, moi, c'est essentiellement, est-ce que ce qu'elles font, c'est un business ou pas ? Lui, c'est Pierre Gobil, le John Bonham de l'entrepreneuriat. Faire dans la demi-mesure, il connaît pas. Et son palmarès de réussite est plus étendu que le Golden Gate Bridge. Son super pouvoir ? Simplifier l'insurmontable, rendre l'indigeste savoureux et dénicher l'essentiel où d'autres ne verraient que des détails. Ce gars-là est un véritable prodige. Il n'a pas créé une, mais 4 startups, de chaque côté de l'Atlantique, dont Cast, l'une de ses success stories, qu'il a réussi à introduire en bourse. Après 17 ans dans la Silicon Valley, où il a fréquenté les géants de la tech, il est devenu général partner d'un fonds de capital risque aux US, où il a amassé ses médailles d'investisseur avec 54 entreprises au compteur. CEO de l'Académie pour Startup 34 éléments, il a distribué ses pépites de sagesse et son expérience à 150 startups et a transformé plus de 250 start-upers en Jedi de l'entrepreneuriat. Il est également auteur dans 2 magazines américains et animateur de podcasts passionnés. Pour résumer, ce qu'il raconte, il l'a vécu. Des pitchs, il en a entendu par centaines. Et convaincre Pierre, c'est déjà un grand pas. Revenons à l'action. C'est ça mon problème. Et je ne suis pas convaincu de ça parce que quand on dit je vais attaquer des gens qui ont des cheveux et on va les aider à choisir des façons de se soigner ou de se laver les cheveux, il me semble que ça a déjà été fait par des gens. Et moi, ce qui m'aurait intéressé, c'est qu'elle travaille un peu plus le go-to-market, dans le sens de dire, il y a des gens qui ont des problèmes de cheveux de telle et telle et telle nature, qui sont maltraités par le marché, sur lesquels on peut aller avec des idées X, Y, Z un petit peu innovantes. On peut d'abord s'appuyer sur des connaissances et des produits qui existent, pour après développer des choses. Ça m'aurait intéressé. Mais de me dire que je vais changer mon shampoing parce qu'il y en a un de mieux, je ne suis pas du tout convaincu. Maintenant, je ne suis pas un expert du cheveu, évidemment. Je suis d'accord avec Youssef, il y a un vrai marché. Ouais. C'est-à-dire que c'est un vrai sujet important pour les gens. Mais je n'aurais pas traité comme ça. Et c'est pour ça que je pense que pour moi, ce n'est pas un business, j'ai mis 4. Passons désormais à notre prochaine candidate. Comme le dit notre cher Kylian Mbappé national, moi tu me parles pas d'âge. Soit t'es bon, tu joues, soit t'es pas bon et tu vas t'asseoir. Aujourd'hui, découvrons ensemble une candidate pour qui ni l'âge ni l'expérience n'ont été un frein pour entreprendre. Salut, je m'appelle Sarah, j'ai 24 ans, j'habite à La Courneuve et je suis la fondatrice des Merveilles de Sarah. Le fait de pouvoir faire ce que je veux de mon entreprise, de pouvoir mettre ma touche personnelle, de ne pas avoir de directive de quelqu'un d'autre en fait. J'ai commencé par regarder des vidéos de pâtisserie, c'est là que j'ai vu que j'aimais ça. Et puis après, je me suis intéressée au CAP. Tout a commencé comme ça en fait, j'ai passé mon examen, j'ai eu mon CAP, après j'ai poursuivi en mention complémentaire. Bon, ça s'est présenté à moi on va dire. Je travaille au sein d'un restaurant, en même temps je fais le service du midi dans ce restaurant-là. Et puis par la suite, j'ouvre mon salon de thé dans un autre créneau. Et puis après, le restaurant, il reprend. Donc c'est un peu spécial, mais c'est comme ça et ça marche. Je dirais de ne pas écouter ce qu'on te dit, de pas te démotiver, de foncer et de faire ce que j'ai envie de faire. Bonjour. 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 Alors, je me présente, je m'appelle Sarah, j'ai 24 ans. Je vais vous parler de mon projet, qui est un salon de thé. Mais avant ça, je vais commencer par le commencement du coup. Comment j'en suis arrivée là? Alors, il y a 2 ans, j'ai tenté un CAP pâtisserie parce que j'aimais bien ça, je regardais des vidéos et je me suis dit pourquoi pas essayer.
Du coup, je me suis lancée, j'ai essayé, j'ai eu mon CAP pâtisserie du coup il y a 1 an. Et par la suite, je savais pas ce que je voulais faire, mais je savais que je voulais pas travailler dans une boulangerie. Donc je me suis dit, bon, je vais poursuivre, je vais continuer en mention complémentaire. Cette année, j'ai fait ma rentrée en septembre en mention complémentaire pâtisserie. 2 mois après, j'ai eu une opportunité qui s'est présentée à moi. Quelqu'un de ma ville, en gros, qui m'a parlé d'un restaurant qui avait ouvert récemment dans la ville et qui avait un créneau de libre, de disponible de 15h à 18h. Et que ça correspondait peut-être à ce que je recherchais, vu que je faisais de la pâtisserie et que je pouvais peut-être ouvrir un salon de thé. J'ai vu que c'est vraiment ce qui manquait dans la ville, un endroit où on pouvait se reposer, quelque chose de convivial, de vraiment en famille, quoi. Je me suis dit, pour moi, ce serait trop bien en fait de faire ça dans ma ville. Donc je l'ai fait. J'ai lancé le salon de thé avec l'aide de ces personnes-là qui m'ont proposé l'espace. Et avec le temps, petit à petit, ça s'est fait. Il y a des gens qui viennent et qui reviennent. Après, j'ai quand même des difficultés qui sont... moi, mon point faible, c'est le marketing. Je fais pas assez de com, pas assez de pub. Mais malgré tout, il y a quand même... Ce qui est motivant, c'est que les gens qui viennent reviennent. Donc on sait que ça plaît. Là, actuellement, je parviens à faire marcher le truc encore. Mais c'est pas encore ce que je veux, c'est pas encore ce que je vise. Et puis comme je viens de commencer, j'ai pas la possibilité de recruter aussi. Je suis obligée de tout faire, on va dire, toute seule. J'essaie de joindre les deux bouts, ça va. Mais ouais, voilà, comme j'ai dit, j'ai vraiment besoin d'un soutien d'apprentissage parce que j'ai besoin d'apprendre encore. Je sais pas tout encore dans tout ce qui est entrepreneuriat, d'apprendre un peu des uns et des autres. J'ai quand même, heureusement que je suis dans un restaurant et que eux, du coup, me montrent un peu, m'apprennent, me donnent de leurs conseils. Et voilà. Et voilà. Bravo. Bravo, on arrive à sentir la passion derrière cet exercice difficile, mais donc tu as toutes nos félicitations. Merci. Tu peux nous partager un petit peu ta vision dans ce métier? On a compris que tu aimais ce métier-là, que tu l'avais testé, que c'était vraiment là où tu voulais évoluer. Mais comment tu te vois dans quelques années avec ce projet? Est-ce que tu te vois dans ta propre boutique? Est-ce que en fait, l'objectif, c'est ça. Là, j'ai quand même quelqu'un qui m'épaule, qui m'a proposé le restaurant. Mais je sais qu'un jour, il va falloir que je fasse le mien, enfin mon salon de thé, vraiment dans mes locaux. Le but, c'est de faire connaître les merveilles de Sarah, du coup. Il faut goûter, quoi. Une fois que ce sera fait, une fois que il y aura assez de gens qui connaîtront les merveilles de Sarah, je veux vraiment faire élargir le truc. Le but, c'est vraiment d'aller loin, d'ouvrir mon propre salon de thé et pourquoi pas prospérer, en fait. Ta cible, c'est uniquement les habitants autour de chez toi? Non. Ou est-ce que c'est... Là, actuellement, là, vu où je me situe, c'est le quartier, la ville, mais aussi les autres, les gens qui passent, parce que comme il y a plusieurs points, il y a le RER B, etc., il y en a plein qui viennent d'ailleurs et qui passent par là, donc... ou même des gens qui travaillent dans les bureaux à côté mais qui habitent pas forcément ici. Du coup, ils peuvent passer après le travail. C'est vraiment de cibler toutes les personnes possibles. Le but, c'est pas vraiment de cibler que la ville. J'ai 2 questions. J'écoute. La première, c'est quelle est ta meilleure pâtisserie? Que je fais moi ou celle que je préfère? Que je fais. Moi, je m'en sors bien sur les fraisiers framboisiers. C'est ce que je fais le mieux. Super. Et c'est ce que les gens aiment le plus? Franchement, ouais, c'est ce que les gens aiment le plus. Je fais aussi pâtisserie orientale, mais moi, ma spécialité, en tout cas, moi, c'est les pâtisseries françaises et fraisiers framboisiers, ouais. Ok, alors ma deuxième question, c'est la suivante. Est-ce que tu fais de la pâtisserie ou un salon de thé? Qu'est-ce que tu aimerais devenir? Un salon de thé, qui est un objet local, comme a dit Mohamed, où tu fais venir des gens, tu crées un univers, etc. Ou devenir pâtissière, où tu fais un produit que tu peux vendre partout? C'est quoi ton objectif? Moi, mon objectif, c'est qu'il y ait un salon de thé, mais qu'on entende parler de mes pâtisseries dans le salon de thé. Parce que moi, j'ai déjà le statut de pâtissière, il ne manque plus qu'avoir l'image, on va dire. Mais pour moi, moi, vraiment, le salon de thé, je ne veux pas l'enlever, parce que c'est vraiment ça qui fait que c'est convivial. Puisque sinon, si j'ouvre une pâtisserie, ça fait pâtisserie du quartier, quoi, ou de la ville. Moi, c'est pas ce que je veux. Je veux vraiment un endroit où les gens puissent venir s'asseoir, manger ensemble, les pâtisseries. Un endroit vraiment convivial et où les gens vont se dire, bon, on va là-bas, on peut se poser. Donc, vraiment, que ce soit pâtisserie au salon. Tu comprends que c'est pas la même chose? Ouais, mais j'arrive à en faire... c'est un salon de thé où je propose des pâtisseries. Après, si les gens viennent parce qu'il y a les pâtisseries, le salon de thé, forcément, si j'enlève les pâtisseries, les gens vont peut-être plus venir. Ça devient un salon de thé comme les autres, quoi. Moi, je veux vraiment garder les pâtisseries. Oui, mais tu pourras en vendre 50 par jour, au lieu d'en vendre 10 000 par jour. Ouais, c'est vrai. Mais après, le concept, c'est plus le même. Et je sais, c'est pour ça que Et moi, personnellement, j'aurais pu, après le CAP pâtisserie, travailler en boulangerie en tant que chef pâtissière, mais c'est vraiment pas ce que je voulais. Donc là, vraiment, ce que je fais actuellement, c'est vraiment ce que je voulais faire. Quelque chose de
pas forcément fou, mais vraiment bien et convivial. J'ai 2 questions. La première, c'est est-ce qu'aujourd'hui tu peux te payer? Ça, c'est la première question. Oui, mais c'est pas fou, mais quand même, oui. Il faut bien commencer, donc bravo déjà. Et la seconde, c'est parce que tu as évoqué que effectivement, là c'est ton premier projet de création et tu es en phase de développement et tu as plein d'apprentissages et tu identifies des lacunes. Est-ce que tu te fais accompagner aujourd'hui? Par ces personnes-là, du coup, qui m'ont aidée, oui. Et par des réseaux d'accompagnement J'ai eu quand même un contact avec la Miel. D'accord. Mais du coup, avec eux, ils m'ont dit que si besoin, je pouvais redemander ou repartir vers eux. Mais sur le début, je ne pouvais pas. J'avais vraiment pas la possibilité d'apprendre, etc. Mais dès que j'aurai la phase où j'aurai le temps de faire, je voudrais les recontacter. Mais à ce moment-là, c'était vraiment impossible. Il y avait tout à faire. C'est une question de temps, alors. Voilà, c'est ça. J'avais pas le temps de... Donc tu sais qu'il y a des acteurs qui sont là pour t'aider, des associations en France qui c'est gratuit. En tout cas, c'est pris en charge donc, par des partenaires comme BPI-France, les collectivités, l'État, etc. Et je pense que ça serait super que tu sois accompagné parce que déjà, tu as passé le pas. Maintenant, on peut t'aider à consolider ton projet, à concrétiser ta vision, à sécuriser. D'ailleurs, il y a Mohamed qui est là, qui est à la tête d'une super association dont c'est le métier aussi. Ouais, non, franchement, ça pourrait m'intéresser parce que j'ai pas eu écho de toutes les associations. J'ai vraiment eu juste la Miel. Mais ouais, pourquoi pas, ça pourrait m'aider. Ce que j'ai envie de comprendre, c'est juste quel univers tu crées pour tes clients. C'est quoi l'expérience que tu leur proposes? Alors moi, je veux que vraiment le client, quand il vient au salon de thé, ce soit pour prendre sa pause, pour vraiment changer l'univers du travail. Il sort du travail, il a envie de se reposer, il passe, il prend une petite pâtisserie, un thé. Je veux pas que ce soit l'entre-deux, le midi, on vient, on mange, on repart au boulot. Je veux vraiment que ce soit la détente, quoi. Okay. Et puis, mais il est comment là aujourd'hui là ton salon de thé? Il se passe quoi quand on entre? Quand on rentre, ouais. Quand on entre, en gros, tu rentres, il y a la petite déco Merveille de Sarah, en gros un peu dorée, white and. Et puis les gens, après c'est vraiment très convivial. Le restaurant il est parfait parce que vraiment ça match avec le salon de thé. Et après il y a toutes les pâtisseries qui sont exposées. Le client il entre, soit il se pose en terrasse ou soit à l'intérieur. Moi je viens et je m'occupe de lui, quoi. Le prix moyen d'une pâtisserie, c'est quoi? Une pâtisserie, en moyenne, c'est 3 €. 3 € en moyenne. Et du coup, t'attends qu'un client arrive, il prend 2, 3, 4 En général, ouais, la personne, elle vient pas seule. Donc, le client, il vient pas seul, donc il est accompagné et forcément, ils en prennent plusieurs. Le chiffre d'affaires par jour que tu dois faire? En moyenne, mais après, je suis ouverte que 3 heures par jour. En moyenne, c'est 70, 80. Il y avait vraiment des périodes où ça marchait beaucoup plus et il y a des périodes où ça marche un peu moins. Quand il faisait froid et tout, ça marchait un peu moins. Les gens viennent pas. Bravo, on va s'arrêter là. Merci. Merci à toi. Merci, c'est gentil. Sarah, comment ça va? Ça va et toi? Non, franchement, ça va pas. Pourquoi? Je viens de passer un moment horrible. C'est quoi? Pourquoi? Je suis quelqu'un de gourmand. Tu as parlé de tes pâtisseries, j'ai envie d'aller chez toi tout de suite. Et là, on est bloqué. En plus, on est fermé aujourd'hui. Oh non, mais comment on va faire? Bon, rendez-vous demain? Demain. Pour demain, je passe? Ouais. Fraisier framboisie, t'as dit, hein? Ouais, 15 Avec un petit verre de thé? Ouais, c'est ça. Comment ne pas avoir envie d'y aller? Franchement, entre nous. Alors, comment ça va sinon? Ça va bien, merci, ça va. Un petit peu avant l'événement, ce passage, comment tu te sentais? J'étais stressée quand même. J'étais là, qu'est-ce que je vais dire? J'oublie tout mon texte. Mais, ça se voit pas, franchement, pour nous, ça s'est pas vu. Parce que c'est la première fois que tu pitches. Ouais, c'est la première fois. Il faut le dire. Bravo, c'est la première fois que tu pitches. Donc vas-y. Mais après, au final, ça s'est bien passé. En fait, il faut y aller vraiment. Très bien. Une fois que c'est passé, ça va. Alors, super. C'est quoi? Force à Sarah et force à vous. Le projet qui vient de nous être présenté là, c'est un projet qui est vraisemblablement au départ, en fait, au démarrage. On sent bien qu'il n'y a pas la maturité des projets qu'on a vus précédemment. Néanmoins, on sent qu'il y a une véritable volonté de sa part de s'inscrire dans sa localité et d'apporter un service de qualité. Tu as eu raison de lui rappeler que c'était quand même 2 business différents, d'être ou pâtissier ou d'ouvrir un salon de thé. Elle semble pas vouloir lâcher son concept. Mmh. Je pense qu'elle a une idée claire de là où elle veut aller. Néanmoins, elle est vraiment très en amont dans son projet. Et la passe que tu lui as fait, Ahmed, était la plus logique. En vérité, elle a besoin d'un vrai accompagnement pour bien discerner sa vision, son projet, ses besoins pour aller un peu plus loin. Donc moi... on va dire que je lui ai mis la moyenne, on va dire, mais plus pour l'encourager et qu'elle aille encore plus loin. Donc 5 pour moi.
Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est sa sincérité. C'était authentique, c'était sincère, c'était pertinent. Et moi, je lui mets la note de 6 rien que pour tout ça. Yes. Moi, c'est un 5 d'encouragement. Je partage humainement, elle est présente, elle est courageuse. Il est temps d'introduire un autre membre de notre jury d'exception. Parlons maintenant d'Ahmed Bouzouaïd, que l'on surnomme aussi le Hitch de l'entrepreneuriat. Vous connaissez sûrement l'expression « nous sommes tous à 4 personnes du président ». Avec Ahmed, c'est beaucoup moins. Passionné des cultures urbaines, c'est un entrepreneur qui a quitté la théorie des laboratoires de recherche pour passer à la pratique du terrain. Il a lancé AVA, Action vers l'avenir, fondé Muse des territoires et déployé en 2013 Empowerment entrepreneurial en action pour accompagner les entrepreneurs des quartiers. Il fréquente donc toutes les strates de la société et entre les quartiers de France, les start-up studios, le CAC 40 et l'Elysée, il fait preuve d'une agilité hors norme. Directeur du programme Entrepreneuriat pour tous chez BPI France, sa mission est de promouvoir l'inclusion et l'empowerment économique des milieux populaires. Et son job est de créer les bonnes connexions pour que les bonnes idées se concrétisent. Reprenons. Elle reprend ses études, elle a une ambition encore de consolider ses compétences. Elle a lancé son projet parce qu'elle a une opportunité et je trouve qu'elle a la présence d'esprit de faire step by step. Tout est encore à l'état embryonnaire, il me semble, et du coup, elle a besoin qu'on l'aide. Et ça tombe bien, parce qu'elle va trouver de l'aide, on est aussi là pour ça. Donc, pour moi, voilà, c'est une belle rencontre humaine qu'il faut encourager et aussi l'accompagner pour qu'elle puisse réussir au mieux. Le même constat, que c'est vrai que c'est agréable de l'avoir parlé de son produit. Les yeux qui brillent, c'est quand même très chouette, elle est attachante. La difficulté, pareil, c'est d'aller dans un business comme ça, parce qu'entre le côté créatif et la passion de son métier et transformer ça en business qui tourne avec toutes les contraintes que ça implique, si elle n'est pas bien accompagnée, je pense qu'elle peut perdre espoir sur son projet, ça serait dommage, parce qu'on sent qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Donc pareil, dans l'encouragement, j'ai mis 5 aussi, en espérant vraiment qu'elle soit la mieux accompagnée possible, parce que je pense que son projet est très très chouette. Alors moi, j'aime aussi bien beaucoup ce qu'a dit Sarah, j'aime bien le personnage aussi. Elle a une forme de sincérité, comme tu disais, Youssef, une forme de détermination. Elle a envie de sortir quelque chose d'elle qui lui correspond, et ça semble être le cas avec ce qu'elle est en train de faire. Maintenant, contrairement à vous tous, moi, je ne vais pas noter une pâtissière, je vais noter une start-up. Parce que c'est ce qu'on m'a demandé de faire. Et que ça ne serait pas honnête par rapport aux autres. Que de noter quelqu'un qu'on a aimé parce qu'elle était authentique, enthousiaste, etc., par rapport aux autres. Donc ma note est plus sévère que la vôtre, puisque je donnais 3. Mais ce n'est pas parce que le projet n'a pas de sens, c'est parce que le projet n'est pas une start-up pour moi. C'est ce que j'appelle un lifestyle business, qui est un projet très noble, duquel elle peut être très heureuse et en vivre, etc. Mais ce n'est pas un projet qui a le potentiel de faire un scale et de devenir une start-up. C'est un projet très local, qui peut changer la vie localement des gens, et c'est super, qui peut la rendre heureuse, mais ce n'est pas une start-up, et donc je mets 3. Je vais passer pour l'enfoiré du coin, mais c'est pas grave. Mais c'est tout. Non, mais t'as raison. Chacun sa position. Et donc tu penses qu'un business comme ça, c'est pas scalable? Non, pas du tout. C'est quand même, il y a une dimension d'ancrage local. Mais c'est un business génial. L'utilisation de la clientèle. Ça fait des bons fraisiers, moi j'y vais, j'ai pas de problème. Les moyens de scaler, c'est la franchise. Mais pour l'instant, mais là, on n'en est vraiment pas là. Au début de son projet, c'est une première expérience, on le voit bien. Le salon de thé sera pas du tout cette vision de franchise. Moi, il y a le capital sympathie. Ce que je dirais, c'est qu'effectivement, on a envie de l'encourager. Moi, j'aimerais voir plus de Sarah comme ça. Parce qu'en fait, elle est entrepreneuse à 24 ans, même si elle est back-upée. Elle est à la tête de son salon de thé. C'est effectivement pas une start-up. Donc, il faut quand même remettre les choses dans l'ordre. Je pense qu'elle peut pousser le côté « je crée une communauté, je crée une marque, j'existe à travers le digital, je vends mes pâtisseries ». De manière peut-être un peu innovante sur le digital, mais elle a clairement besoin d'accompagnement. Mais c'est pas ce qu'elle veut faire. Ouais, mais elle est plus pâtisserie que salon de thé. Je pense qu'il y a quelque chose à retravailler, elle, dans son positionnement. Mais justement, elle a besoin d'être accompagnée sur ça. C'est pour ça que je lui ai mis 4,5. Maintenant, laissez-moi vous présenter notre dernier talent de la journée. On dit souvent que dans les milieux populaires, on fait beaucoup avec très peu. Et une fois encore, préparez-vous à être surpris par ce que l'ingéniosité est capable de créer. Bonjour, je m'appelle Walid, j'ai 22 ans et je suis originaire de la ville de Drancy. Je suis cofondateur de la startup Breakup, une boîte que j'ai montée il y a maintenant 2 ans. Alors, ce qui m'a motivé à entreprendre déjà, c'est que j'avais dans ma famille un entrepreneur qui m'a assez marqué, qui m'a motivé déjà à entreprendre. Et deuxièmement, je dirais que j'ai toujours voulu en fait plus ou moins cette indépendance et m'investir dans des choses en fait qui ont du sens. Je dirais que jusqu'à présent, ça m'a beaucoup apporté. Ça m'a aidé à avoir confiance en moi, grandir, à apprendre énormément de choses sur différents domaines, d'être plus ou moins en fait
sorte de couteau suisse. C'est simple, déjà la première chose que je dirais, c'est de se lancer beaucoup plus tôt. Donc j'ai commencé à 20 ans, je pense que j'aurais pu commencer à 16 ans, 14 ans ou bien 13 ans. Et ouais, c'est vraiment ça en fait, arrêter de réfléchir et se lancer, sortir de la chambre et se lancer, aller sur le terrain et apprendre directement sur place. Bonjour à tous. Bonjour. Alors je me présente, je m'appelle Walid Massour, j'ai 23 ans et je suis cofondateur de la startup Breakup. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est Breakup ? Alors il y a maintenant quelques années, je dirais 1 an et demi, voire 2 plutôt, plein confinement. En fait, j'avais l'envie d'entreprendre, j'avais envie de me lancer sur un projet qui a du sens. Et tout simplement, j'avais pas réellement d'idée. Du coup, la seule idée qui m'est venue en tête, c'est de regarder par la fenêtre, regarder un peu le paysage. Et comme de par hasard, ce que je vois en face de ma fenêtre, une poubelle qui déborde en fait de déchets carton. Donc à ce moment-là, j'ai eu un petit tilt et je me suis dit pourquoi pas en fait monter un projet autour du réemploi des déchets carton. Ce qu'on a fait juste après, c'est que tout simplement on s'est renseigné en fait sur les différentes manières de transformer les différentes manières de transformer les déchets carton. On a regardé un peu sur internet tout ce qui existait, donc on a parcouru tous les tutos inimaginables jusqu'à en fait arriver sur plusieurs solutions. On a essayé en fait d'en construire une seule. Breakup aujourd'hui en fait c'est la solution pour transformer les déchets carton des entreprises en goodies et objets de décoration. Le jour de mes 21 ans, j'ai demandé à mes parents, donc la seule chose que je leur ai demandé, je leur ai dit cette année je veux pas de cadeau d'anniversaire s'il vous plaît, mais je veux que vous me laissiez le garage. Du coup ils me l'ont laissé pendant 1 an et demi et pendant 1 an et demi on a réussi en fait à monter ce véritable projet, du coup qui a été créé il y a maintenant 1 an et demi tout simplement. Il y a maintenant 6 mois on a réussi à avoir nos propres locaux, donc on a notre local justement de production. Et à côté de ça, justement, on est accompagné justement par des instances comme des incubateurs et des réseaux d'entrepreneurs pour nous aider à développer le projet. Concrètement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on propose ? Donc, on se déplace chez les entreprises et on leur dit vos déchets carton, ils ont un sens. Donc, c'est-à-dire au lieu d'aller les jeter tout simplement pour qu'ils soient recyclés, nous, ce qu'on vous propose, c'est de transformer vos déchets en objets que vous allez pouvoir réinclure dans votre économie. Donc après, on peut les transformer tout simplement, donc soit en objets de décoration ou bien en goodies. Donc, j'ai ramené avec moi en fait différents prototype. Ça, par exemple, c'est un petit hexagone que j'ai fait. Et en fait, ça va nous servir en fait un peu comme du parement qu'on va venir coller sur les murs, tout simplement. Là, vous avez des petits exemples de ce que ça donne. Donc ça, c'est des fresques qu'on a installées justement en réel. Donc on a imprimé des petites photos. Hop là. Et après, on est capable de partir sur des objets beaucoup plus techniques, comme tout récemment, on s'est lancé en fait sur la conception d'une clé USB en carton recyclé. On a composant et nous on s'est occupé de tout ce qu'il y a derrière. Donc au lieu d'utiliser du plastique, nous on va utiliser du carton qu'on peut proposer justement derrière à nos clients. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au tout début de ce projet-là, nous on avait un objectif, c'était de faire la première brique de carton, première brique de construction en carton. On a réussi à avoir un prototype. Pour vous dire, ce prototype, on a roulé dessus avec une voiture et tout simplement on s'est rendu compte après par la suite qu'il fallait énormément de financement. Du coup c'est pour ça qu'on s'est mis sur tout ce qui est décoration et goodies. Aujourd'hui, donc nous, ce qu'on a concrètement besoin, on a besoin de financement parce qu'en fait, on a déjà commencé à commercialiser nos objets. On a monté une petite équipe avec nous. Du coup, on a recruté 3 personnes. On a fait rentrer aussi un ingénieur dans l'équipe tout récemment pour pouvoir proposer en fait d'aller beaucoup plus loin aux entreprises. Donc, c'est-à-dire au lieu de transformer uniquement leurs déchets carton, nous, on veut leur proposer en fait de les conseiller sur la gestion globale de l'ensemble de leurs déchets pour ensuite derrière en fait leur proposer de transformer une partie de leurs déchets carton. Et voilà, c'est tout pour moi. Merci beaucoup. Bravo. Merci beaucoup. Merci pour la présentation du projet et bravo de l'avoir lancé Merci. Durant le Covid. Il y a beaucoup de projets qui sont nés dans cette période-là et c'est super cool. Donc, moi, j'ai juste une question sur le process de transformation. Comment vous faites pour transformer ces cartons aujourd'hui et en faire ce type d'objet ? Ça se passe comment en fait ? Alors, tout simplement, en fait, on a commencé avec un mixeur. Donc, c'est-à-dire, on a pris des cartons, on les a mis dans un mixeur, on les a mixés. Il y avait une pâte. On a acheté une imprimante 3D à 200 €. On a fait nos propres moules, donc on les a designés nous-mêmes. On a imprimé nos moules, on a compressé ça dans un moule et on a vu que ça faisait des formes. Bon, après, c'est un peu logique. Et au final, en faisant sécher justement le produit, on arrive à avoir des formes assez extraordinaires. Et après, derrière, on peut faire des finitions qu'on veut, donc gravure, personnalisée, tout ça. Super, je m'attendais à ce que tu me parles de R&D, d'un truc ultra complexe. Ça m'a dit un mixeur, ok. Super. En fait, ce qu'on voulait faire, c'était vraiment commencer avec le moins de moyens possible. Et justement, en fait, on a fait grandir le projet au fur et à mesure. On s'est développé nous-mêmes déjà personnellement en même temps. Et le projet a grandi, on a réussi à aller chercher des financements, pas mal de financements, du coup, qui nous ont
permis en fait d'avoir ces premiers prototypes, de nous lancer très rapidement. Et là maintenant concrètement, ce qui nous manque, c'est qu'il faut qu'on passe à la phase d'industrialisation. Donc c'est-à-dire que là, tout ce qu'on fait est artisanal, et là, il faut qu'on aille beaucoup plus loin et beaucoup plus vite. C'est justement, j'allais y venir, c'est que j'ai trouvé que la piste de la brique de construction, mais après que tu peux imaginer pas forcément pour construire des bâtiments ou de l'éphémère, ou je pense à des festivals, les festivals, je pense à du mobilier, des choses comme ça. C'est quelque chose à explorer. Je sais pas si ça... Oui, concrètement, en fait, c'est ce qu'on voulait faire au tout début, sauf qu'on s'est rendu compte qu'il il fallait énormément de financement. C'est-à-dire que nous, moi je démarre mon projet, j'ai 21 ans, on me dit qu'il faut telle somme pour partir sur tel marché. Du coup, là, au bout d'un moment, ça fait peur, et du coup, on s'est rabattu sur des objets plus simples à réaliser, donc décoration d'intérieur. Mais ça, c'est des objectifs qu'on a toujours, mais à long terme, donc c'est-à-dire partir sur des projets beaucoup plus complexes. Là, on s'est dit pourquoi pas se lancer sur le numérique, par exemple avec la clé USB, ensuite partir sur 2 objets du numérique, et après pourquoi pas aller dans le BTP et encore plus loin. À voir. Génial ce que tu fais, c'est super. Je connais pas le métier du recyclage du carton, donc j'ai pas d'avis là-dessus. Mais ce qui me paraît intéressant, c'est que tu nous dis en fait, parce que j'avais pas de sous, j'ai baissé mon niveau d'ambition. C'est exactement ça. Et j'ai fait des trucs qui sont pas ce que j'aimerais faire. Ça me plaît pas, évidemment, parce que je préfère que tu sois ambitieux. Donc ma question, c'est si tu avais tous les sous que tu veux, tu ferais quoi ? Alors ce que je ferais justement, c'est que je continuerais justement cette partie décoration. Mais le but final, c'est d'arriver justement à construire des maisons en carton recyclé avec des briques. On a oublié la décoration. C'est un truc que tu as fait parce que tu voulais gagner des sous. Si tu avais les sous que tu veux, tu ferais quoi vraiment ? C'est quoi ton ambition avec ce truc ? Aller jusqu'au bout de cette brique, tout simplement. Tu veux faire des maisons avec ? Que je peux la lancer et faire une maison, donc voir beaucoup plus gros. En fait, ça nous permettrait tout simplement de transformer beaucoup plus de cartons. C'est-à-dire qu'avec Spike, des goodies et des objets de décoration qu'on va pouvoir transformer, je sais pas, par exemple, toute la quantité de cartons françaises. Non, par contre, avec le BTP, si on peut construire demain nos maisons en carton recyclé, ça peut avoir un impact considérable. Mais aujourd'hui, il y a des acteurs dont c'est le métier de recycler, qui déposent au sein des entreprises des dispositifs justement pour récupérer, etc. Et de plus en plus, la question des gisements, elle est cruciale, et du coup, rentrer dans ce marché, c'est pas facile. C'est sûr, et justement après nous on est là plus ou moins pour on veut essayer d'apporter une touche assez nouvelle justement à ce milieu, et justement en partant de rien. Et là maintenant ce qu'il nous faut, c'est pouvoir industrialiser, parce qu'en fait on a un processus qu'on a réussi justement à mettre en place. On l'a retravaillé justement avec un bureau d'études pour qu'on puisse maîtriser au maximum, parce que là comme tout est artisanal, on peut pas maîtriser à 100%, donc avoir la même pièce à chaque fois à 100%. On a plus ou moins la solution. Maintenant, ce qu'il nous faut derrière, c'est pouvoir investir justement sur la chaîne de production qu'on est en train de designer actuellement, pour pouvoir avoir des produits tout le temps similaires et pour pouvoir avoir un impact derrière. Est-ce que le marché des goodies, c'est quand même un marché en expansion aujourd'hui ou pas ? Pas près. Alors, en expansion, donc, il y a une époque où il était justement très élevé. Il a baissé avec le Covid, ça a considérablement baissé. Et là, forcément, il y a une augmentation étant donné que ça a baissé avec le Covid. Okay. Comment ta brique, elle réagit dans l'eau ? Réagit dans l'eau, donc c'est-à-dire que justement en fait c'était ça. Donc nous en fait on a travaillé principalement sur la résistance à la compression et à la torsion, et justement là après où il y avait différentes problématiques, c'était justement résistance à l'eau et résistance au feu. Et pour se faire accompagner justement on nous a donné en fait des devis qui étaient assez astronomiques pour nous à l'époque, donc c'est-à-dire 150 000 € juste pour nous accompagner sur de la recherche et du développement. Il n'y a pas tout ce qui va derrière. Donc si tu avais des sous, c'est là que tu les investis. Et là on pourrait faire aller sur des projets beaucoup plus gros. Pour avoir une brique résistante. Exactement. Super, merci beaucoup. Merci beaucoup. Yes. Walid, bravo pour ce passage. Merci beaucoup. Walid, chez Breakup, il y a une solution qui cartonne, avec le carton recyclé. Donc comment tu te sentais en fait avant ce passage ? Écoute, un peu stressé au début, mais bon après on y va, il n'y a pas le choix, faut y aller, et on pitch avec les moyens qu'on a. Vous vous rendez compte, à son âge, j'ai déjà pensé à faire des briques en carton recyclé pour pouvoir faire du BTP. Franchement, bravo. Merci beaucoup. Et comment tu te sens après ce passage ? Un peu, donc là faut laisser retomber la pression, et après franchement c'est non nickel. Moi je suis assez fier je pense de mon passage, et voilà, après on verra ce que ça va donner. C'est intéressant. T'as eu de bons retours ? Je pense que ouais. Avec le jury c'était pas mal. Je pense que ouais, ça a été pas mal. Ils t'ont poussé un peu ? Un petit peu, ouais. Un petit peu ? Avoir plus gros, plus haut. Plus grand ? C'est sûr, ouais, c'est sûr, carrément. En tout cas, c'est super. Ouais. En tout cas, force à toi. Merci et force beaucoup. à vous. C'est une belle histoire, en tout cas une belle aventure concernant ce projet. Et comme tu as dit tout à l'heure, le manque d'ambition, en fait. Je pense que tu peux rêver un peu plus grand. Moi, surtout, ce qui m'a manqué, c'est la partie concrète, financière, en fait. Ouais. Tu as besoin de quoi, en fait, pour passer à l'échelle ? Et je pense que ça, j'ai l'impression que c'était pas assez précis. Je lui ai mis 6 parce que je trouve le projet fantastique, mais il manquait une partie un peu plus concrète, chiffrée, en tout cas pour moi. Moi, je suis assez d'accord.
Donc pareil, j'y dirais 6. J'allais dire 5, mais je vais dire 6. Parce que ce qu'ils font, c'est hyper audacieux. Ils commencent dans un garage. C'est-à-dire qu'il va conquérir le monde avec du carton. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, c'est un beau projet. Il est jeune, il a plein d'ambitions. C'est un déchirement quand même, le fait qu'il revoie ses ambitions à la baisse. Que plutôt que de penser la vision, il pense le manque de moyens. Mais voilà. Alors, moi j'aime le projet, j'aime ce côté, essayer de faire quelque chose pour recycler et lutter contre un vrai fléau qu'on a aujourd'hui quand même. Il y a un vrai sujet dessous, écologique. À mon avis, il faut creuser les produits. Peut-être qu'il n'est pas sur le bon positionnement, peut-être que les goodies, c'est pas la bonne idée. Comme tu as parlé des festivals, tout ça, je trouve que c'est extraordinaire. Parce que se mettre dans le marché artistique, ça évite les problèmes de réplicabilité, parce que finalement 2 pièces sont pas identiques. Donc à mon avis, il faudrait plutôt capitaliser là-dessus et aller carrément sur le truc pièce unique, quelque chose qui a du sens, où les gens, entreprises ou autres, parce que ça peut ne pas être les entreprises, vont acheter un produit pour contribuer à quelque chose, dans une vision de préservation de l'environnement, etc. Je mets quand même la moyenne, parce que je pense qu'il faut repositionner quand même le marché et trouver le bon endroit pour faire de ce produit-là ce qui mérite d'être, quoi. Donc tu mets 5. Oui, je mets 5, pardon. Oui, la moyenne. Alors moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que le début du pitch m'a un peu saoulé parce que j'aime pas le storytelling, moi. J'ai ouvert la fenêtre et j'ai vu un truc, une poubelle avec du carton et je me suis dit, il faut faire quelque chose. C'est-à-dire que les entrepreneurs se limitent à ce qu'ils voient pour faire des trucs, il faut arrêter ça. Et en fait, c'est pas ça qu'il fait. C'est une des rares startups qu'on a vues aujourd'hui qui justement voit large. Donc j'ai trouvé ça vachement intéressant parce que pour le coup, il a un vrai projet qui touche à des sujets essentiels, le recyclage, la planète, etc., etc. Donc j'ai trouvé que l'ambition qu'il y avait derrière le projet était bonne. Après, il est jeune. Comme il est jeune, il se dit « Merde, comment je fais avec 2 bouts de ficelle ? Je peux pas faire ce que j'ai envie, donc je me débrouille. » Donc ça, je peux comprendre. Maintenant, il faut il manque de... Tu vois, il est trop sur la réserve pour moi. Il faut qu'il se lâche en disant « Mais ouais, donne-moi 2 millions et je te fais ta brique, ou donne-moi 3 millions et je te fais ça. » Et là, on se dit « Si j'arrive à choper 150 000, je pourrais embaucher quelqu'un qui va me dire si le truc il va pas fondre dans l'eau. » Et c'est dommage parce que le projet, il y a plein d'angles qu'on peut prendre. Il les a pas travaillés, évidemment, etc. C'est tout jeune. Mais moi, pour une fois, je vais donner plus que la moyenne, je vais donner 6. Parce que pour une fois, il y a une vraie ambition dans le produit, il y a une vraie ambition dans le marché. Et s'il réussit son coup, il a plein de trous dans le gruyère, c'est pas gagné, il peut faire un vrai truc. Ouais, je suis d'accord, la vision, elle est timide. C'est vraiment le mot que je retiens. C'est-à-dire que d'un côté, il te dit, je peux créer des maisons avec mon concept, principe de dingue quand même. Mais en même temps, non, je fais des goodies pour l'instant. Donc oui, je comprends qu'il y a des questions de moyens, mais travaille va dans ce process pour réussir à atteindre ton objectif, plutôt que de te contenter de ce que tu as. Et c'est sûr, franchement, c'est pas hyper mature en termes d'approche. D'ailleurs, je lui ai mis une note beaucoup plus faible que vous tous. Je lui ai mis 4, mais parce que j'ai envie qu'il aille chercher les 6 autres points pour avoir le 10, parce qu'il y a quelque chose à faire. Donc, pour l'encourager, on va dire. Voilà. Un 4 d'encouragement. C'est très encourageant. C'est bon. C'est bien, merci. T'as été prof dans une... Merci. Pas plus. Voilà. Moi, je l'ai trouvé très dans l'action. Laissez-moi vous parler de Mohamed. C'est celui qui reste droit quand le bateau tangue. Suivre ses conseils vous évitera pas mal de problèmes. Mohamed, c'est plus de 20 ans d'entrepreneuriat et d'accompagnement des projets issus des milieux populaires. Co-fondateur de l'association My Creo Academy, ses conseils ont permis à bon nombre de porteurs de projets de réaliser leurs rêves et de construire des entreprises pérennes. Mettre en avant les talents de demain, c'est sa mission. Continuons. Moi, j'adore les gens qui sont dans l'action. Je suis d'accord avec toi, timide, c'est vraiment ce qui caractérise un petit peu la présentation de ses ambitions. Néanmoins, il est vraiment dans l'action. C'est pas simple. Et moi, je trouve qu'il est jeune. Et pourtant, il est sur un sujet planétaire. On parle d'environnement, on parle de gestion des déchets, etc. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il dit « J'ai d'abord pensé aux goodies, mais les goodies, ça ne consomme pas beaucoup de déchets. Alors que si j'avais un sujet plus ambitieux, je sais que je pourrais stocker beaucoup de déchets dans ce sujet-là. » Donc je trouve qu'il a parfois des connexions qui se font bien à l'intérieur, mais je vous rejoins, il est peut-être encore un peu jeune, pas assez mature entrepreneurialement parlant. Bien accompagné, il peut faire des dingueries. C'est ça. Bien accompagné, il peut faire une tuerie, ce peut faire un jeune carton. homme. Moi, j'ai mis 7,5. Pardon. Non, j'ai mis 7,5 parce que vraiment, c'est un coup de cœur, parce que j'adore les gens dans l'action. Plutôt que juste dans la réflexion et juste des PowerPoint. Là, et le gars, il a testé des choses avec les moyens qu'il avait. Merci beaucoup. Pour clôturer notre second épisode, voici le classement de nos pitchers proposés par IRS 360.
Et pour découvrir qui de nos entrepreneurs remportera cette première édition, nous vous donnons rendez-vous dans le dernier chapitre de Pitch devant le BAT. Je suis comme un nez, comme mon but se cache. Je m'empare des yeux de Mona Lisa, clairvoyance abyssale. Je répands ma flamme dans le paysage. Manque d'ambition, je n'ai pas vécu ça, oublie ça. Feu sous contrôle, pas de lapsus. Je confonds ta folie, ma sagesse. Celle des grandeurs, pas de bassesse. Soit t'as du cran, soit des excuses. Pitch devant le bat, toujours plus de témoins. Je parle pas de tes paparazzi. Je suis focus pour la radio. J'accélère pour le trône et j'ai déjà l'impression d'être assis. Il s'agit d'être en place, explique-moi pourquoi tu ne fais que passer. Pitch devant le bat. Je mène la danse, mais je lutte chaque jour, je suis plus dans le catch. N'abandonne rien, vois tout en grand comme une bête qui se cache. Ou comme un fauve en cage, travers le top et ça vient d'en bas. Devant le hall, sous le ciel, prépare le pitch devant le bat. Je mène la danse, mais je lutte chaque jour, je suis plus dans le catch. N'abandonne rien, vois tout en grand comme une bête qui se cache. Ou comme un fauve en cage, travers le top et ça vient d'en bas. Qu'importe la place, on graille le quai. Vigilance et de mise dans ce monde virulent. Car pour avoir la paix, je dois me faire violence. Je fais le taf gratuitement, ce n'était pas le plan. Et toutes mes cordes vocales exigent remboursement. Tu parles, je me dépense sans compter. Pas de crainte, je ne vais pas m'encombrer.